Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer l'échange que nous avons démarré il y a de cela quelques semaines. Échange qui tournait autour de la radioscopie du champ politique sénégalais qui partait de 44 à 62. Nous avons entre-temps assimilé cet exercice à un schéma quinaire. Et la dernière fois, nous avons abordé la résolution. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder la 5e et dernière étape qui aussi va sceller aussi la fin, pour le moment, j'allais dire momentanée, de Mouché Eka sur ce plateau de Canal Éducation. Donc aujourd'hui, nous allons donc étudier la situation finale de notre schéma narratif. Alors, cette étude va s'articuler autour de deux grandes questions. Parce qu'après l'éviction de Mamour Dia, président du Conseil, il nous faut maintenant voir quelles sont les conséquences immédiates. Dans ces conséquences immédiates, nous verrons les conséquences au plan institutionnel, au plan politique interne comme externe, au plan idéologique, économique et social. Et la deuxième partie sera consacrée aux conséquences lointaines, durables et structurelles qui continuent d'ailleurs jusqu'à présent à impacter d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, notre espace politique. Et enfin, nous verrons dans quelle mesure il nous faut tirer des enseignements pour servir de viatique à nos dirigeants actuels. Nous avons tout au long donc, de cet exercice cherché à faire de l'histoire une sorte de miroir et de boussole pour que les actions politiques de nos dirigeants puissent servir à éviter certainement les erreurs commises dans le passé. Parce que aussi la vie politique d'un pays est faite de rebondissements, de crises, etc., etc. En tout cas, nous avons le plaisir de retrouver notre invité, M. K. M. K, bonjour. Bonjour. Comme je viens de le dire, donc, nous allons aborder le dernier virage. Et sans plus tarder, donc, comme je l'ai déjà indiqué, voilà que Mamour Dia est maintenant mis hors course. Maintenant, quelles sont les conséquences que cela a entraîné immédiatement? Merci bien, très heureux de me retrouver, m'entretenir avec vos téléspectateurs et de conclure justement ces feuilles d'histoire de la période de 45 à 62. Moi, vous l'avez très bien résumé, c'est-à-dire cette équipe qui a négocié l'indépendance, dirigée par Senghor et Mamadou Dia et leurs compagnons. En tout cas, une partie de l'équipe, l'élément peut-être le plus dynamique, qui était quand même armé d'une certaine pensée, d'une certaine théorie de développement, et qui avait l'audace juvénile, et parfois même des intuitions audacieuses. Cette équipe-là est écartée. Et on a essayé de voir les causes. Et je crois que ces causes-là, Mamadou Dia lui-même, dans ses mémoires, il les a résumées. Il a dit, bien des années après, sa réflexion sur 62, il a dit qu'il s'est rendu compte qu'à l'intérieur de l'appareil d'État, comme à l'intérieur de l'UPS, il ramait à contre-courant. Contre une ligne, justement, il dit qu'il y avait une filiation avec l'État colonial. Ça résume bien les causes de ça. Donc, ce qui explique un peu sa défaite. Et on a essayé dans les causes de... Mais nous aussi, on a pris l'autre élément, c'est-à-dire du camp des vainqueurs,
je dirais que c'est comme si Lamine Gueye et Senghor ont écrit une pièce de théâtre et ils ont contrôlé tous les actes jusqu'à l'élimination de l'équipe de Dia sans coup férir. Donc, vous voyez, les deux analyses, les deux images se complètent. Donc, en tout cas, au lendemain du 19 décembre, Mamadou Dia et son équipe qu'on qualifiait d'autoritaire, qui empêchait l'expression, la liberté d'expression, y compris celle des députés, ils sont maintenant éliminés et vous avez maintenant une équipe de vainqueurs. Et si vous nous avez suivis jusqu'à présent, c'est comme si le contentieux de 58, vous vous rappelez comment on disait il ne faut pas laisser les rétrogrades et les forces rétrogrades. Mais ce sont ces forces-là qui ont. Donc c'est comme un dénouement du contentieux de septembre 1900. Qui couvait déjà. Qui couvait déjà. Donc on a vu le cheminement. Donc le 19 décembre, Senghor, qui dirige l'équipe des vainqueurs, fait face maintenant à des problèmes énormes. En fait, c'est une demi-victoire. Il a certes éliminé Dia, mais il a une nation divisée. C'est paradoxal d'ailleurs ce que je dis parce que l'arrestation de Dia et de ses amis n'a entraîné aucune démonstration, aucun soulèvement. Et il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de grève, peut-être quelques traques dans certains milieux. Mais on l'a arrêté, on l'a jugé et le pays n'a pas bougé. Donc j'ai dit nation divisée, mais peut-être cette division, elle est là. Tout le monde l'a vécue, mais elle ne s'est pas manifestée dans la rue. Donc une nation divisée. Ensuite, on a un parti qui est également divisé. Parce que les députés qui ont déposé la motion de censure et le gouvernement qu'ils ont renversé font partie du même parti. Sont des militants d'un même parti. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc le parti au gouvernement, il y a eu cette division-là. Et troisièmement, vous avez l'armée qui est compromise. Parce que l'armée aussi a été plus ou moins secouée. On a même vu des officiers qui ont reçu directement des instructions du président de la République sans l'information de leur chef supérieur. Donc l'armée est compromise et est très divisée. Donc voilà la situation du Sénégal le 19 décembre 1960. Donc ça, c'est une conséquence qui est immédiate. Très bien. Donc le décor est campé. Voilà. Ils font face maintenant à la dure réalité aussi du pouvoir. Voilà. Ils ont évincé alors Mamadou Dia et quelques-uns de ses partisans. Maintenant, que font-ils au plan institutionnel? Qu'est-ce qui se passe? Alors, que font-ils? Alors, c'est très important parce que dès la destitution du gouvernement de Mamadou Dia, l'Assemblée a procédé à une révision constitutionnelle. Il supprime le poste de président du Conseil et donne tous les pouvoirs à Senghor, un régime présidentiel. Donc, on a un nouveau régime. Changement de régime. Voilà, donc le bicéphalisme avec tous ces problèmes qui a gangréné le parti, gangréné le gouvernement et même gangréné l'administration territoriale. On a vu des gouverneurs qui étaient d'un camp et de l'autre. Absolument. Donc, ça là, on a dit, on ne va plus répéter ça. On met fin au bicéphalisme et on instaure un régime présidentiel. Donc vous avez Senghor qui contrôle maintenant l'appareil d'État, qui contrôle le parti, qui exerce une influence intellectuelle sur tout le monde. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette influence intellectuelle va se transformer au fur et à mesure des années en une dictature spirituelle.
Ah oui? Ah oui, parce que Senghor, il n'y a que lui qui pensait. Il interdisait aux autres de s'exprimer. Oui. Donc il y a eu même, là c'est l'anecdote, il y a eu même un délit de faute d'orthographe à un moment donné, quand on a empêché le film Tchedo Oui, et Cheikh Anta Sigui là de... On absolument. dit bon, on les interdit parce qu'il y a un délit de faute d'orthographe en Absolument. langue nationale. En langue Donc pour vous dire que l'influence intellectuelle même Et diffuse. est diffuse. transformée en dictature. Donc Absolument. voilà un chef charismatique qui contrôle tous les appareils. Des milieux, quoi. Ah, bon, une demi-heure, c'est trop dur. Il y avait une seule radio, un seul journal, ça s'appelait Dakar Matin, je crois, et il n'y avait que lui qui parlait. Alors, c'était bien par rapport au bicéphalisme, il y a une certaine homogénéité, mais il y a un revers. Parce que quand Dia était là, c'est lui qui prenait les mesures impopulaires. C'est lui qui matait les syndicats et les partis d'opposition. Et parfois même qui bousculait les marabouts. Mais là, maintenant, il n'y a pas de fusible. Senghor n'a plus de bouclier. Donc, les mesures impopulaires, c'est lui qui doit les prendre. Donc, c'est ça aussi le problème d'un régime présidentiel très fort. Donc, c'est lui qui prend les mesures et c'est lui qui assume. Donc, voilà peut-être, je crois, une des conséquences sur le plan institutionnel. Il y en a d'autres aussi, mais peut-être on peut s'arrêter. Ça couvre tout. On a un régime présidentiel très fort. Donc, le présidentialisme dont on parle est né Ça de là-bas. a commencé au lendemain de 63. Très bien. Et Donc, même dans les comptes rendus des réunions du parti et autres, là, il y a une seule voix. On sent que tout le monde est derrière. Il n'y a plus ces controverses, Mamadou Dia, Senghor, les camps, les débats animés au sein du parti. Il n'y en a plus. Absolument. Donc voilà un peu. Maintenant, ça c'est au niveau institutionnel. Voilà. Maintenant, au niveau politique interne. Voilà. Au niveau de l'État. Maintenant, au niveau du parti, là aussi, on peut dire que le parti a été secoué dans sa fondation, par la crise de 60. En termes de leadership, en termes de discipline, et même le débat sur le primat du parti va revenir. Alors, leadership. Voilà un parti qui perd le numéro 2 du parti, c'est-à-dire Mamadou Dia, celui qui a véritablement installé le parti dans le pays. Parce que Senghor était en France. Et Mamadou Dia, c'est lui qui a parcouru le pays pour implanter les structures et il s'est appuyé sur les instituteurs. Partout, il disait que, justement, je suis instituteur comme vous devez m'aider. Donc, le BDS, au début, le noyau, c'était les instituteurs, sortis de William Ponty. Ah, oui. Et c'est Mamadou Dia qui a implanté ces structures-là. Donc, parti. Le numéro 3, c'est Waldjojo. Waldjojo, c'est le chef de l'union régionale du Sine Saloum. C'est-à-dire l'union régionale la plus puissante du parti. Absolument. En termes de militants, en termes de délégués même dans les instances. Parti. Ibrahima Sarr, c'est le symbole du syndicalisme. Lui aussi, éliminé. Donc, et surtout, j'y ajoute, la sévérité avec laquelle les vainqueurs ont brimé les partisans de Mamadou Dia. Des arrestations, des affectations arbitraires, des choses une répression féroce à tous les niveaux. Donc, tout ça faisait que le parti est vraiment secoué au niveau du... Et d'ailleurs, j'ajoute, imaginez seulement que serait advenu si Mamadou Dia et ses amis avaient accepté le verdict de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le gouvernement tombe, eux ils acceptent. Et ils se retrouvent à la réunion du Conseil national qui est prévue le 20. Absolument. Il y aurait peut-être des morts. Absolument. Il y aurait peut-être des morts.
Donc vous imaginez le parti, la situation dans laquelle on était. Le parti serait ingouvernable. Donc voilà un problème de leadership qui se pose au niveau du parti. Alors, lié à cela, c'est la discipline même pour le parti. Comme on l'a dit, les députés qui ont déposé la motion de censure, ils ont été blâmés par le bureau politique. Ah oui? Ah oui, qui a sorti une résolution en disant il n'approuve pas la motion de censure et les invite à retirer la motion de censure. Ils ont passé outre. Avec la bénédiction de Senghor. Ça se voit, la preuve. Après la crise, ils ont rejoint les instances sans problème. Ça veut dire qu'ils étaient couverts par Senghor et Lamine Gueye. Sinon, le parti aurait dit, mais on vous avait condamné. Le débat ne s'est plus posé. Et donc, il y a un problème de discipline. Là, Senghor était face à un dilemme. D'ailleurs, pour la petite histoire, la grande histoire d'ailleurs, le président de la République, Senghor, s'est présenté devant l'Assemblée nationale juste après les événements pour présenter un programme, les orientations de ses actions. Et dans le discours, il annonce des mesures de rigueur et d'austérité. C'est que prenait déjà l'eau. Voilà, donc suppression de l'eau, de l'électricité, de la domesticité pour les cadres, y compris les ministres. Et surtout, suppression des avantages des députés. Comme pour montrer qu'il sera plus dur que Mamadou Dia. C'est un peu pour... C'est de la politique aussi. Absolument. Mais il y a une rébellion des députés. Ah oui? Ah oui. Sous la conduite de qui? Sous la conduite de l'Assemblée. Il y a des nouveaux vainqueurs, des Ousmane Ngom, et tous ces gens-là. Et c'est comme si ils revendiquaient l'autonomie de l'Assemblée. Ils demandent même un budget, ce que Mamadou Dia avait refusé. Qu'ils soient autonomes et qu'ils gèrent leurs propres affaires. Donc Senghor s'est dit, mais ça peut se répéter, on peut avoir une situation demain où des députés déposent une motion de censure. Absolument. Donc là, il commence à réfléchir à cette histoire de primauté du parti. Or, le résultat le plus clair du procès, c'est que la Constitution est supérieure au parti. C'est ça. Donc on ne revient plus là-dessus. Absolument. Et c'est ça qui leur a permis de vaincre Mamadou Dia. Parce que si le procès avait abouti à même un débat sur est-ce qu'on doit accorder la primauté au parti, je suis sûr que Mamadou Dia, vainqueur, aurait instauré un parti d'État au Sénégal. Absolument. Ou même l'administration territoriale peut-être aurait eu une mission politique. Mais cette primauté du parti dominant sur l'État, on dit que c'est l'émanation de la Constitution de la 4e République. Mais en fait, non. C'est ça qui leur a permis de gagner la bataille de l'autonomie et la bataille de l'indépendance formelle. Parce que je vous ai dit que l'UPS était un parti avec beaucoup de courants. Absolument. Beaucoup de couches, beaucoup de strates. Absolument. Le ciment qui unissait tous ces éléments-là, c'était le principe de la primauté du parti. Parce que sinon, chacun allait dans... Et cette primauté, c'était qu'on doit discuter d'abord. C'est le centralisme, c'est hérité des systèmes communistes. Absolument. Et surtout quand les Soudanais sont venus, c'est eux qui ont renforcé cette disposition. D'ailleurs, même la dénomination bureau politique, ça vient de la Fédération du Mali. Ah oui? Ah oui. Et d'ailleurs, après les événements 62, on va changer, on va dire bureau exécutif. Donc, cette tradition communiste stalinienne-là, dans les structures-là, c'est un héritage. Okay. Mais c'est ça qui a permis à l'UPS d'être unie. Parce qu'on acceptait la primauté du parti. Quand c'est discuté, il y a une majorité qui se dégage, on applique. On va à la table du Conseil des ministres. Voilà, mais ça, maintenant, c'est remis en cause par
le verdict, du procès. Okay. Donc voilà au plan politique interne. Donc Senghor profite d'ailleurs du congrès de l'UPS, parce qu'il a vu très vite les dangers, pour faire dans son rapport, faire une déclaration dont Senghor seul a le secret. Ah oui? Ah oui, parce qu'il dit, comme un militant fidèle, je reconnais la primauté du parti. Mais il ajoute, dans le cadre de la Constitution. Allez y comprendre quelque chose. Alors, il dit, dans ce cadre-là, et sur cette base-là, il y a primauté du parti et que nous, gouvernement, comme Assemblée nationale, comme toutes les structures, doivent respecter la primauté du parti. Ah oui? Ah oui, il le dit le 23 juillet 1963. Donc, il revient sur une disposition voilà. qu'on a utilisée pour faire perdre... Voilà, donc vous voyez, voilà, ça veut dire en bon français, dans la pratique, on continue avec la primauté du parti. Ah oui. Demain, peut-être quand il y aura des problèmes, quand ça nous arrange, on va dire primauté de la Constitution. C'est une soupape de sécurité. Et il va l'appliquer. Il va l'appliquer. Donc, on a éliminé l'équipe sur ce principe-là, mais quand ils sont revenus, ils ont vu les dangers et ils ont dit, primauté du parti. sur Donc, l'État. vous voyez Oui. ce débat-là. Absolument. Alors, toujours dans le cadre du parti, Senghor est prisonnier, bien que chef de file, il est prisonnier de l'aile droite du parti, parce que le parti a été épuré. Donc c'est comme s'il a une dette de reconnaissance vis-à-vis des députés et autres qui l'ont aidé à éliminer Dia. Et cette aile droite-là, c'était qui? C'était Lamine Gueye, c'était Ousmane Ngom, c'était les Fofana, c'était Magadlo. Doudou Thiam, c'était Magadlo. Et c'était là, eux maintenant, ils ont épuré le parti, et ils savent que c'est grâce à eux que Senghor est là. Et d'ailleurs, rien ne l'indique mieux que dans les mémoires d'Abdou Diouf. Vous savez qu'Abdou Diouf a eu des problèmes durant les événements de 62, parce qu'il refusait d'écrire l'acte d'allégeance vis-à-vis de Senghor. Il dit que lui, l'acte d'allégeance, c'est les institutions, pas aux personnes. Il a été mis au frigo pendant quelque temps, mais on l'a récupéré et on l'a amené au ministère des Affaires étrangères. Mais quand il a été reçu par Senghor, juste après sa nomination, Senghor dit « Il y a une meute derrière moi, mais je ne me laisserai pas faire. » Il parle de meute. Une meute, une meute après moi, mais je ne me laisserai pas faire. C'est dans les mémoires d'Abdou Diouf. Ça veut dire donc, il est prisonnier de... Or, tout à fait prisonnier, Senghor n'est pas à l'aise. Il était à l'aise quand il y avait deux ailes et lui, il naviguait entre les tendances selon ses intérêts politiques. Donc, pour vous dire que sur le plan politique, ce n'était pas aussi facile que... Donc, c'est les vainqueurs, c'est les marabouts à qui il doit beaucoup, les khalifes qui ont joué un rôle dans le dénouement de la crise, les traitants qui vont dire maintenant que nous, il faut qu'on trouve nos intérêts, la chambre de commerce. Là, il n'y a pas de problème, parce que Senghor est déjà convaincu d'Alenka et autres. Donc, mais tout ce groupe-là, avec les députés qui sont maintenant très forts, Senghor est un peu prisonnier de ça, parce que lui, il aime avoir un peu de... Et c'est pourquoi Senghor va définir une nouvelle stratégie. C'est-à-dire, il va s'appuyer sur le mouvement des jeunes, les MJPS, et par extension la Fédération des étudiants PS. Et surtout le mouvement des femmes dirigé par Caroline Faye, pour l'aider à desserrer l'étau autour de lui à cause de l'aile droite du parti. Donc il va favoriser les MJPS et plus tard les Moustapha Niasse et tous ces gens-là. C'est à cause de cette politique pour desserrer l'étau qu'il avait. Non, je crois que vous touchez là un point important. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le cadre de cette émission, on aimerait bien avoir l'analyse d'un sémiologue pour voir encore davantage cette problématique liée à l'exercice du pouvoir. Ah oui. Donc toute une histoire du MJPS, toute une histoire
du renouvellement du personnel politique Absolument. à partir de 63. C'est certes les Alliés, mais déjà en 68-69, Senghor va profiter de la crise pour éliminer tous ces gens-là, les députés autres là, qui l'ont aidé oui. Ah oui. Les Doudou Thiam, les Fofana et tout ça, ils sont partis en 68-69. Ah, ok. Parce qu'ils voulaient desserrer. Ils voulaient l'être autour de lui. Et Magalo et autres qui vont rester, mais progressivement, il va rajeunir le leadership du parti. Il l'a toujours fait d'ailleurs. Je crois que c'est ça un peu. Ensuite, plus tard aussi, la participation responsable aura joué un rôle important. Ensuite, il a quand même essayé de récupérer les techniciens qui étaient autour de Dia. Parce que la chute de Dia, beaucoup de techniciens très connus en ont profité pour aller à l'extérieur et être dans les organisations internationales. Okay. Un Cheikh Hamidou Khan, par exemple, il va se retrouver à l'UNICEF. Absolument. D'autres cadres sont partis, ou bien même s'ils sont restés, ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés. Donc Senghor a réussi quand même à récupérer certains, dont Ben Madi Cissé, l'animateur, le cerveau de l'animation. Absolument. Il a été récupéré par Senghor. Absolument. Donc, très bien. Ça, donc, je crois que pour la petite histoire aussi, à en croire Moumour Fall Puritain, Moumour Dia, Senghor a reçu des soutiens de la part des marabouts et autres chefs religieux, sauf Abdadjissi et Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. Pourquoi cela? Oui, mais bon, ça c'est un vieux débat. Cheikh Abdou Aziz, savait, Dia était tidjane. Dia était tidjane, ils étaient très liés. Donc, ils ne pouvaient pas ouvertement soutenir Dia, mais ils avaient des liens spéciaux. Et Cheikh Mbacké Gaïndé? Cheikh Mbacké Gaïndé, c'est une tendance SFIO qui n'a jamais été un soutien de Senghor. C'est lié même à la crise de succession à Touba. Senghor était d'un côté, Lamine Gueye était de l'autre pour soutenir Cheikh Mbacké. Ça date de cette période-là. Okay, très bien. Donc, ça s'est prolongé. Vous savez, le rôle que Cheikh Mbacké va jouer dans l'émergence d'un certain nombre de partis d'opposition. Absolument, dans le PDS. Depuis Cheikh Anta jusqu'au PDS. Très bien. Donc ça, c'est très bien, donc, voilà. cette parenthèse. Maintenant, au plan externe, au plan politique externe, maintenant des partis politiques existants, quel a été leur sort? Voilà, le plan, bon, peut-être la politique extérieure. Mais peut-être j'aimerais qu'on termine sur l'aspect interne avant d'aller sur la politique extérieure. Donc voilà un peu Senghor victorieux, certes, mais un peu mal à l'aise lui aussi dans l'appareil du parti, parce qu'il aimerait avoir plus de manœuvres vis-à-vis des gens de l'aile droite, même s'il avait besoin de... Mais au moins, le parti est homogène. Ça reflète un peu ce qu'il voulait. Donc, il a procédé à certains... Il y a moins d'obésité, quoi. Voilà, donc il va maintenant procéder au rajeunissement. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, pour être entouré d'une équipe. Alors, il va surtout s'attaquer aux problèmes économiques. Il va s'entourer d'une nouvelle équipe. De même que Dia avait son équipe, Senghor va tout de suite monter une équipe. Il y avait Habib Thiam. Donc les conséquences économiques. Les conséquences économiques. Vous abordez là. Voilà. Et je crois qu'on va passer du temps sur ça, parce que c'est très important. Donc il y a une équipe, Habib Thiam, qui joue un grand rôle, chargé du plan et du développement. Il y a Pétavin, ministre des Finances, et qui sera remplacé plus tard par Jean Collin, sur lequel Senghor va s'appuyer à partir de 64-65. Il y a Daniel Kabou, ministre du Commerce. Donc il y a une nouvelle équipe. Alors Senghor, là aussi, il est devant un dilemme. Parce que le plan, c'est une convergence, le premier plan, c'est une convergence de vues entre Dia et Senghor. Le plan a été bâti à partir de la théorie du socialisme africain, que Senghor a façonné. Les buts ethnimes, les objectifs, c'est traduire sur le terrain le socialisme africain tel que l'a conçu. Donc il y avait une convergence de vues.
quand on élaborait le plan. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Senghor ne peut pas se lever du jour au lendemain, changer de discours en disant que rejeter le plan. Donc, dans un premier temps, 63 jusqu'à début 64, il continue à dire que le plan est bon. Les objectifs sont bons. C'est seulement dans la gestion des projets que le gouvernement de Mamadou Dia a fait n'importe quoi. C'était ça la rhétorique. Ah oui. Parce qu'il faut quand même justifier justifier pourquoi Mamadou Dia est parti. Absolument. Donc il dit c'est la gestion. Il y avait la corruption, dit-il, il y avait ceci ou cela. Et plus de ressources dans tel secteur au détriment de tel autre, ceci et cela. Arbitrage. Donc il choisissait un certain nombre de projets en disant qu'il y a le népotisme, c'est pas ciblé. Donc voilà son truc. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit que c'est dessiné un projet senghorien. Parce que Senghor aussi veut démontrer que comme Mamadou Dia, il a un projet économique. Absolument. Parce que il faut qu'il établisse quand même sa légitimité dans ce domaine-là. C'est un domaine qu'il ne maîtrisait pas du tout. Il ne s'est jamais occupé de ça. Mais on voit dans les rapports, dans les écrits, et d'ailleurs parfois péniblement, parce qu'il lit les économistes à droite et à gauche, il ne comprend pas grand-chose, mais il veut montrer qu'il a lu les documents. Galbraith, Friedman, il mélange tout. Il fait de l'éclectisme. Voilà, donc toutes les citations y sont. Mais se dessine un projet quand même senghorien, un projet économique que peut-être qu'il est long de détailler ici, mais que je vais essayer de résumer. Et je crois que première mesure qu'il a prise, c'est la loi sur le domaine national. Première mesure. Oui, 1964. 64. Cette fameuse loi. Cette fameuse-là qui est là jusqu'à présent. Alors cette loi-là, elle était préparée par Mamadou Dia depuis longtemps. Ah oui? Depuis 1960. 1960. Oui. Elle était prête, cette loi. Mais contrairement à son habitude, Mamadou Dia a dit les mesures préconisées sont tellement révolutionnaires qu'il va tempérer. Il y allait avec la tête. Donc il a mis dans les tiroirs. Donc c'était un projet qui était radical en termes de distribution des terres, réforme foncière. Senghor a repris la même loi, mais il a donné sa peinture à la loi. C'est la loi que nous avons actuellement. Il l'a édulcoré. Et je crois que tout le monde la connaît, ce n'est pas la peine de... Mais c'est pour établir qu'on est toujours dans le socialisme. La terre appartient au peuple, à la nation, ceci et cela, et que l'État est gestionnaire de toutes les terres au Sénégal et délègue ses pouvoirs à des communautés rurales. Alors cette loi est Senghor l'a tellement bien ficelée qu'il a mystifié Che Guevara avec cette loi-là. Ah oui? Senghor a rencontré secrètement Che Guevara. Où? En Guinée. Ah oui? Ils se sont rencontrés secrètement. Et dans quel but? Au Fouta Djallon. Senghor a vendu à Che Guevara la loi sur le domaine national. Qu'il y a une distribution des terres. Il a détruit la propriété foncière des féodaux. Lui-même étant fils de féodal, c'est lui-même qui a initié la révolution. Che Guevara a été mystifié par cette loi. C'est incroyable. Oui, et il a dit que la révolution n'est pas à l'ordre du jour au Sénégal. Demandez aux leaders de l'opposition, les doyens, demandez-leur quand ils ont rencontré Che Guevara à Bamako, qu'est-ce qu'il leur a dit sur la loi sur le domaine national. Bon, je ne sais pas, ils sont là, ils sont vivants. On verra. On verra, ils sont vivants. Donc, pour vous dire que Senghor voulait établir un peu qu'il n'est pas à droite vendu de l'impérialisme comme les gens le disent. Il est toujours dans le champ du socialisme. La preuve, c'est la loi, c'est le domaine national. Mais Senghor élabore un projet agricole pour le distinguer de Mamadou Dia. Et la loi sur le domaine national, de même que le projet agricole, c'était une manière de dire
Bon, Mamadou Dia, c'est le circulaire 32. Il a voulu lui-même signer que c'est une révolution agricole et tout. Mais lui aussi, il veut marquer sa période en proposant un nouveau projet agricole qui prend ses distances vis-à-vis du socialisme autogestionnaire De Dia. de Dia. Alors, je vous le résume en 2 points. Il recrute une société française, ce qui est impensable sous Dia, pour encadrer le monde paysan. Cette société, c'est la SATEC, SATEC. qui est chargée maintenant de l'encadrement technique des coopératives, qui met l'accent sur la production. Il faut augmenter la production arachidière. Comme objectif primordial. Il n'y a que ça. Plus de nouvelles techniques, plus de semences, plus d'engrais, ainsi de suite. On va même arriver à un stade où SATEC, de manière arbitraire, commandait les charrues, les houes. Ce n'était même pas en fonction des demandes des coopératives. Il y a un volet corruption là-dedans. Parce que les sociétés françaises, c'est elles qui fournissaient ce matériel. Absolument. Mais peut-être c'est trop long. Donc, les coopératives se retrouvaient avec des tonnes et des tonnes de matériel et ils n'ont pas fait la commande. Et c'est inscrit comme une dette des coopératives. Ah oui? Ah oui, oui, les dettes des coopératives, ça date de là-bas. Donc, c'est la SATEC qui contrôle maintenant l'encadrement des paysans. Alors, Senghor détache, il maintient l'animation rurale, mais il vide l'animation rurale de sa substance. Ah oui? Et comment? Alors, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire que l'encadrement des paysans, rejeter ça comme ça. Absolument. Donc, il a maintenu l'animation rurale, surtout que Ben Madi Cissé est toujours là, mais en lui donnant, assignant de nouvelles missions. C'était l'hygiène villageoise, la puériculture, l'urbanisme rural et même d'autres fonctions. La fonction conscientisation, animation des paysans, il confie ça au parti. Parce que lui, il ne veut pas la formule autogestionnaire, là où il y a un pouvoir parallèle, des paysans plus ou moins animés. Donc il dit, si les paysans doivent être animés, c'est le rôle du parti. Et là, on va tout de suite. Voilà. Donc, pour être bref, si vous mettez l'accent sur la production seulement, et vous dévitalisez la fonction animation, vous transformez les coopératives en une bureaucratie. C'est le retour aux anciennes sociétés de prévoyance, comme sur l'administration coloniale. Sauf qu'ici, ce n'est pas l'administration coloniale, c'est l'administration sénégalaise. Donc vous avez l'Office de commercialisation agricole, OCA, qui va devenir plus tard le monstre qu'est l'ONCAD. Le monstre, vous l'amenez. Le monstre. Hein. Ensuite, maintenant, c'est le retour en force des marabouts, des traitants et toute la structure. Hein. Donc, la coopérative devient une affaire de président de coopérative et de peseur. Absolument. Mais si le président de coopérative et le peseur sont choisis par le marabout ou le leader politique local, donc vous imaginez. Absolument. Donc voilà le grand changement introduit par la chute de Mamadou Dia. On verra d'ailleurs les conséquences de cette conséquence-là. Donc voilà, on étatise toujours le commerce de l'arachide, donc c'est l'État qui est toujours là, à travers l'OCA, qui crée une bureaucratie. Déjà sous Valentin, je crois, qui est le deuxième directeur, quand Medoune Fall est parti, c'est Christian Valentin qui est revenu comme directeur de l'OCA. Déjà sous son magistère, il y avait 3000 agents de l'ONCAD. 3000 déjà, dans les années 64. Ça, c'est une obésité, ça. Eh bien, voilà, déjà. Donc le schéma même de l'OCA, ça doit... Quand vous étatisez,
une filière commerciale. Une bureaucratie partout, lourde. tu crées une bureaucratie. Absolument. Et c'est inévitable. Soudia peut-être serait contenu parce qu'il voulait l'émergence d'une bureaucratie parallèle, des coopératives qui allaient remplacer l'OCA. Donc le dépérissement des structures d'encadrement. Mais sous Senghor, on les revitalise. Oh là là, ça devient l'ONCAD, qui est la plus grande monstruosité que l'État ait créée dans ce pays-là. Parce que l'ONCAD, c'est l'institutionnalisation de la corruption. Ah oui, l'institutionnalisation de la corruption. Je crois que vos invités qui vont parler peut-être de l'autre période, ils vont revenir sur qu'est-ce que c'est que l'ONCAD. Mais est-ce que vous pouvez... Oui, on va seulement retenir peut-être les aspects qui nous concernent ici, sur les conséquences de... Parce que sinon, l'ONCAD, en soi-même, c'est une émission. Absolument. Donc l'encadrement des paysans, purement production. Et l'animation, c'est je crois que c'est la grande réforme sur le plan économique, sur le plan agricole. Il maintient l'ouverture des industries, du secteur industriel secondaire aux capitaux français et aux autres capitaux, et le tertiaire également est libéralisé. Donc voilà un peu le projet agricole de Senghor. Alors les conséquences de ça, très importantes. Vous vous rappelez sous Mamadou Dia, parce que lui et Senghor avaient conclu que l'économie de traite ne favorisait pas les paysans, ne menait pas au développement économique du pays, il fallait dynamiter l'économie de traite. Absolument. Et Dia disait que le surplus dégagé par l'activité arachidière devait en partie revenir au monde paysan sous forme de ristournes. Déjà dès 1961, il commençait à recevoir des ristournes. Et même des ressources devaient partir du monde urbain vers le monde rural. Donc, en gros, un transfert de ressources vers le monde rural. C'était ça, Dia. Avec la politique de Senghor, c'est l'inverse. On crée une macrostructure, OCA, qui va devenir l'ONCAD, pour pomper le surplus du monde rural, pour subventionner la consommation dans les villes et les salaires des urbains. Fonctionnel. Comment? C'est là qu'on a inventé une structure qui s'appelle la Caisse de stabilisation et de péréquation des prix. Oui. Stabilisation des prix et de péréquation, des choses comme ça. Oui. Donc le surplus était donné à la Caisse pour subventionner les prix du riz. Absolument. Et le reste maintenant, les salaires des fonctionnaires à travers le budget et les réseaux clientélistes du parti. Donc, la richesse des chefs locaux, politiques locaux, des marabouts et de tout ce qui tournait autour de l'arachide venait de la capture de ce surplus-là. Tout le système politique, ce que les jeunes vont appeler plus tard le système, qu'ils voient sous forme de corruption, ça part de là. Donc sous Senghor, Senghor, dans ses discours, vitupérait beaucoup la corruption. Mais dans la pratique, il y avait, disons, il n'encourageait pas, mais une forte tolérance de la corruption dans le système senghorien. Il fermait les yeux. Oui, mais surtout que ce sont ses soutiens qui bénéficiaient le plus de cette corruption. L'ONCAD était une vache à lait pour tous les chefs, même dans l'administration. Donc tout le monde, plus ou moins, se sucrait. Donc ça favorisait la consommation urbaine, ça favorisait aussi l'élite urbaine sous forme d'enrichissement et de corruption. Donc voilà.
Alors, comment ça marchait? Pour résumer, je dirais que si vous voyez l'évolution des prix payés aux producteurs de 1960 à 1980, 20 voilà, ans. 20 ans. Parce que des fois, on vous dit 40 francs le kilo, 70 francs, mais ne vous trompez pas. Si vous défalquez l'inflation, ainsi de suite, et vous mettez le prix courant, prix constant, les prix aux producteurs ont continué à baisser de la chute de Mamadou Dia jusqu'aux années 80, même après. Ah oui? C'est passé, je schématise, de 22 francs 22 francs à 17 francs. à 17 francs. Voilà, prix constant. C'est la fourchette. C'est la fourchette. Donc, les prix payés aux producteurs baissaient. Alors, jusqu'en 1966, cette baisse des prix aux producteurs était compensée par l'augmentation de la production. Vous vous rappelez l'encadrement SATEC. Oui. Donc, plus ou moins, les paysans étaient Satisfait, quoi. bon, satisfaits. Ils avaient les mêmes revenus. Moins maintenant l'inflation des prix des intrants, parce que ça a augmenté plus vite que les prix. Mais plus ou moins, il y avait un équilibre jusqu'en 1966. C'est pourquoi je vous dis la crise de 68 date de 1966. Ah oui. Là, les prix ont commencé à baisser. Bon, ensuite, les sécheresses, la série de sécheresses. À partir de 1966, ensuite ça s'est aggravé après. Ensuite, la fin de la subvention à l'arachide, les 20% dont je vous ai parlé là. Absolument. À partir de 1966-1967, la France a dit non. Parce que la France a rejoint la CE, la communauté économique, il n'y a plus de subvention. Absolument. Bon, ils aidaient le gouvernement à subventionner un peu, parce que Senghor avait des liens particuliers jusqu'en 68-69 où on a dit que ça suffit. Donc, baisse du pouvoir d'achat des paysans. Absolument. À travers ce mécanisme. Tandis que les bénéfices récoltés par l'ONCAD augmentaient. Parce que les cours mondiaux n'ont pas baissé. Absolument. Alors, l'astuce de l'administration, parce que quand un paysan est confronté à cette situation, c'est-à-dire que la culture de l'arachide ne l'arrangeait plus, le paysan a trois options. Il quitte la culture de l'arachide pour les cultures vivrières. Mais si on le fait, c'est toute l'économie sénégalaise qui s'effondre. Parce que l'économie politique du Sénégal, c'est l'arachide. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Si les paysans boycottent l'arachide, c'est l'économie à terre. Ah oui? Ah oui, oui. Elle n'est pas suffisamment diversifiée. Et même l'arachide, c'est les transports, c'est les huileries, c'est les salaires des urbains et les subventions aux denrées de première nécessité. C'est les recettes budgétaires. Donc si les paysans ne cultivent pas, toute la chaîne est détruite. Donc, première option des paysans, c'est ce qu'on appelle en anglais le exit, ils sortent de la filière. Ouais. Deuxième option qu'ils ont, la contrebande. Le Sénégal ne paye pas bien, donc on va en Gambie. On va là-bas. Il y a un flot de contrebande, surtout quand les patrons de la contrebande, c'est les soutiens même du parti, et qui sont très puissants. Absolument. Mais on fait semblant. Absolument. Le Sine Saloum a été vraiment mais comment un le parc tournant. bassin, Oui. les grands barons, et ainsi de suite, Absolument. qui sont impliqués. Absolument. Troisième option, c'est la révolte. On n'a jamais enregistré de révolte violente des paysans dans l'histoire du Sénégal. Mais ils se révoltaient comment? Ils refusaient de payer les dettes. Ah oui, contracté. Contractées à travers les coopératives. On les a inondés de matériel, la SATEC est venue, et il faut rembourser, les coopératives refusent de rembourser. Systématiquement. Systématiquement. D'ailleurs, l'année la plus terrible, qui a mené à l'ajustement structurel d'ailleurs, c'est l'année 78-79, je crois, où ils ont remboursé à peine 2% des dettes. Ah oui? 2%. Mais donc... Donc, vous voyez. Alors, le gouvernement, le projet senghorien, avait un problème. Toute l'intelligence de l'administration sénégalaise qui s'occupait de la filière arachidière, c'était
déterminer quel était le seuil minimum au-dessus duquel les paysans ne font pas l'arachide. Et on calait les prix sur ce seuil-là. Suffisamment élevé pour qu'ils restent dans l'arachide, mais aussi pas élevé pour que les bénéfices que l'ONCAD captait restent quand même importants. Donc c'était leur jeu. Chaque année, ils faisaient le calcul. Mais là, c'est de la mauvaise foi, ça. Non, c'est une politique. C'est une politique qu'il faut juger dans ces termes. Elle n'est pas au bénéfice des paysans. Oui, justement. Mais elle est au bénéfice de beaucoup de couches qui étaient les piliers du système. Parce que c'est eux qui se révoltaient. En 68, qui s'est révolté? Ce sont les étudiants et les syndicats. Absolument. Et c'est les villes qui sont révoltées. Ah, comment peut-on diriger un pays s'il y a... La preuve, ils ont failli perdre le pouvoir en 68. Donc c'est de l'économie politique, ça. Ah oui, c'est une option. Oui, c'est une option pour rester au pouvoir. Donc, tout le jeu, c'était fixer ce prix-là. Des fois, ils se trompaient. Ils fixaient un prix, mais ils se rendent compte que les paysans n'ont pas fait de l'arachide, pour une raison ou pour une autre. Et là, puisqu'ils tenaient à la filière arachidière, ils passaient à éponger les dettes. Soudainement, on annonçait que le gouvernement épongeait les dettes et tout le monde applaudissait, le parti disait le gouvernement est magnanime, c'est cela. Mais ce n'est pas de l'argent qui tombait du ciel. Donc soit ils avaient un financement extérieur, une dette, qu'ils épongeaient les dettes, soit il y a un financement particulier. C'est comme ça qu'on éponge. Mais il fallait maintenir... C'est de l'artifice, quoi. Ce n'est pas de l'artifice, c'est une stratégie. Donc, parfois, soudainement, le président sortait en disant on a épongé les dettes, tout le monde est content. Mais ça installe une mentalité. Ça veut dire que les paysans, de plus en plus, étaient convaincus qu'on ne payait pas les dettes de toute façon. Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Il y a un cycle qui s'installe. Donc, voilà un peu le cycle dans lequel on s'installe. Alors, à un moment donné, ce système était tellement... La corruption était partout. Que l'ONCAD lui-même était dans un carcan tel que il menaçait la stabilité économique de ce pays-là et la stabilité politique. Parce qu'on ne connaissait même pas les dettes de l'ONCAD. C'était des estimations. Parce que comme on sait que les comptes de l'ONCAD n'étaient pas bons, mais les banques disaient que l'ONCAD me devait tant. Et tout le monde disait qu'on donnait des camions à des transporteurs qui ne payaient pas. On leur donnait ça et puis ils ne remboursaient pas et continuaient à être transportés de l'arachide pour l'ONCAD. Donc c'est comme si on leur donnait les camions comme ça. Gratuitement. Gratuitement. Dans le bassin arachide, tout le monde soudainement était transporteur. Oui, il y a des noms qui reviennent. Absolument. Donc voilà un système qui... Donc, à un moment donné, il fallait aller arrêter l'hémorragie. Et c'est ça qui nous a mené à l'ajustement structurel. Donc les causes internes de l'ajustement structurel. Je sais que même moi, quand j'étais là, syndicaliste, dictat du Fonds monétaire, et c'est vrai, le Fonds monétaire et la banque sont venus, animés par une idéologie droitière, Milton Friedman, et qui ne connaissaient pas tellement les réalités du pays, et qui ont fait peut-être des hypothèses qui n'étaient pas valables. C'était par exemple qu'il y avait un secteur privé sénégalais suffisamment fort pour prendre en relais si l'État se désengageait. Or, le secteur privé sénégalais, l'administration coloniale lui a fait la guerre, le gouvernement de Mamadou Dia avec les traitants et autres lui a fait la guerre. Senghor aussi, dans son projet, a fait la guerre au secteur privé national, qui a favorisé le secteur privé étranger. Pourquoi? Mais parce qu'il disait qu'il avait cette conviction que le Sénégalais n'est pas un bon commerçant ou un bon industriel. L'État a remplacé le secteur privé national dans la filière la plus profitable, c'est-à-dire la filière arachidière. Quand on prend aussi cette filière arachidière, dans le cadre de la mise en valeur de la colonie, on dit que ça part de 1920, les Libano-Syriens sont venus comme intermédiaires, mais on dirait que c'est une répétition, ça. Non. Pourquoi ne pas recycler les traitants en commerçants?
une politique hardie. On leur donne les moyens. Ceux qui remplissaient plus ou moins les conditions qui étaient imposées, mais ils deviennent de grands commerçants. Mais on ne leur fait pas confiance. Oui, mais l'État, c'est comme si on identifiait un traitant, on dit tu vas suivre des cours de comptabilité, avec une gestion à la française. Ça devient compliqué. Sonépi et toutes ces expériences-là. Ouais. Mais il fallait tout simplement une politique hardie pour prendre tous ces gens-là qui ont quand même pratiqué le commerce et d'autres secteurs et les encourager pour qu'ils deviennent un secteur privé national. Oui, donc on a raté un peu. Donc cet embryon qui devait se former là a été déjà donc tué. Oui, l'État colonial, comme l'État post-colonial, a fait la guerre au secteur privé national. Et même ceux qui s'aventuraient dans le secteur qu'on appelait hommes d'affaires sénégalais, mais c'était des leaders politiques, plutôt que les vrais gens qui avaient, les vrais acteurs qui avaient l'acumène pour faire une entreprise, pour monter une entreprise. Très bien. Maintenant, ça, c'est au plan économique, voilà, avec véritablement ce que vous avez décrit autour de l'ONCAD. Voilà. Maintenant, quelles autres conséquences pourront aborder avant d'aborder les Voilà, conséquences? En gros, pour moi, il y avait un projet senghorien avec ses avantages et ses inconvénients que j'ai mentionnés, mais c'est un projet qui s'est effondré en 1980. Et Senghor a eu le malheur d'assister, il était président, quand on supprimait l'ONCAD. C'est un échec du projet senghorien. Une revanche de Dia. Revanche posthume. D'ailleurs, à sa sortie, il faut vous rappeler, le premier article de Dia, c'est publié dans un journal dont les gens ne parlent pas beaucoup. Ça s'appelle And Sopi. And Sopi, oui. And Sopi. Le premier article déjà retentissant, c'est répondait à un rapport de Senghor à un congrès du parti. Le titre de cet article, c'est 17 ans d'erreur. 17 ans d'erreur. En matière de gestion politique, d'orientation politique. 17 ans d'erreur. C'est des errements. Alors, pour un peu atténuer sa critique, il inclut sa propre gestion. Parce qu'il compte les 2 ans. Absolument. Plus maintenant, il a écrit un article retentissant. Ah oui? 17 ans d'erreur. Dans le journal And Sopi. Alors, et après, maintenant, tous ces écrits, c'est ton cadre-là. Parce que d'autres secteurs profitables vont être encadisés. La pêche va être encadisée. Et même le foncier. Aujourd'hui, tous les problèmes du foncier, là, la corruption dans le foncier, c'est quoi? On a reconduit sous le régime après le même système qu'on a pratiqué sous l'ONCAD sous une autre forme. Sous une autre forme. Voilà, on distribue des terres, on prend ça aux paysans sous forme en contournant la loi du domaine national. On privatise, on vend, on s'enrichit et voilà, les réseaux clientélistes utilisent le foncier pour s'enrichir. Donc c'est tout le système. Sur ces dernières années, ces dernières 20 années. Dernières décennies, ça date de longtemps. Que véritablement le foncier est quand même au cœur de tous les oui, scandales. Mais avant ça, c'était la pêche. Donc c'était la pêche. C'était la pêche qui finançait les réseaux. Quand l'arachide est tombé, c'est la pêche. C'est la pêche qui a pris le relais. Oui, qui a pris le relais pour financer les réseaux clientélistes. Et après le foncier. Ah oui. Mais je crois que ça va s'arrêter avec le foncier, j'espère bien. Moi, je suis historien, je ne suis pas journaliste. Très bien. Donc, on parle de son... Voilà, donc la suppression de l'ONCAD, pour moi, c'est l'aveu de l'échec du projet Senghor. Deuxième échec de Senghor, pour terminer sur ça, c'est la crise casamançaise. Senghor a beaucoup réfléchi sur la nation et il tenait à bâtir, faute de mieux, une nation sénégalaise. Il parlait, pour la première fois, Senghor parlait de Albouri Ndiaye, de Ndiaye Ndiaye, de Niani Bagna et tout ça. C'était pour ressouder la nation. Dont on dit il est le père. Voilà, la chanson, là, Niani Bagna et tout ça, absolument, qui est l'indicatif de votre émission. Donc, il ajoute un peu les cahiers de doléances de je ne sais pas quelle année, pour ressouder, créer le mythe de la nation. Alors, la crise casamançaise montrait qu'il y a des fissures dans la nation. Donc, je crois que pour résumer, l'échec du projet senghorien, sur le plan économique, c'est l'ONCAD, et sur le plan de la construction de la nation. Donc, mais lui, le projet senghorien, c'est vraiment l'épanouissement du réseau clientéliste.
Ce que les gens identifient maintenant, la corruption, l'aspect patronage, ainsi de suite. C'est vraiment ça a prospéré sous Senghor. Il y a d'autres acquis des acquis de Senghor, hein. L'État démocratique, l'ouverture démocratique en 1974, et ainsi de suite. Ça, il ne faut pas aussi minimiser. Oui. En fait, allez-y. Un État républicain, parce que l'une des conséquences de dire que la Constitution est supérieure au parti, c'est que ça a installé le Sénégal dans un cadre de démocratie libérale. Et d'ailleurs, l'opposition a commis une erreur fatale en tirant une conclusion du procès de Mamadou Dia qui renforçait la Constitution. Oui. Parce que l'opposition, surtout le PRA, ne s'est jamais relevé de cette erreur. C'est-à-dire, ils se sont dit, on est dans un cadre qui sera une démocratie libérale, donc ce n'est pas un parti-État. Et ils ont pratiqué Senghor. Senghor, c'est l'humanisme. C'est le chef de famille très gentil qui distribue les cadeaux, qui est allergique à la répression. Donc, il y a celui qui matait l'opposition et tout ça, il est parti. Donc, Senghor, on peut le bousculer. Et l'opposition s'est organisée en 1963, profitant des élections, pour justement s'organiser et véritablement assiéger le pouvoir. Absolument. Mais ça s'est terminé par 40 morts ou plus. Absolument. Une répression. Absolument. Dont on ne parle pas souvent. Senghor s'est révélé, et d'autres documents d'ailleurs le montrent à d'autres occasions, quelqu'un qui est prêt à la répression brutale. Et d'ailleurs, le PAI va subir une répression extraordinaire quand Dia est parti. Les années de Braise, c'est 65, 67 et 71. Et l'affaire Moustapha Lo. Oui, bon, même ça, Moustapha Lo, c'est les tendances au sein du parti qui ont débordé. Bon, je parle de Moustapha Lo, celui qui voulait... Oui, je parle de ça aussi. Oui. Ah oui? C'est-à-dire c'est les luttes des tendances au sein du parti. Ah oui, comment ça? Qui ont dégénéré à l'assassinat. Cette tentative-là. À l'assassinat. Est-ce qu'on peut... Bon, c'est trop long. C'est une omission. C'est une omission. La mort de Moustapha Lo, d'ailleurs, on ne connaît pas jusqu'à présent les détails. C'est lié à beaucoup de facteurs. Un historien doit faire attention parce que les éléments, les témoignages ne sont pas suffisants pour dire quels sont les auteurs qui sont derrière cela. L'assassinat de Demba Diop, un historien doit faire très attention, même si c'est clairement lié aux luttes de tendance, mais qui sont derrière les acteurs. Là, il faut faire c'est la prudence. C'est la prudence. Très bien. Maintenant, vous disiez avec beaucoup de surprises d'ailleurs que mai 68 procède en fait de l'organisation du Festival mondial des arts en 66. Mais très rapidement... Mais j'ai répondu à la question, puisque la crise a commencé en 66. Les paysans commençaient à boycotter la culture de l'arachide. 66. La récolte de 66-67, à cause de la sécheresse, n'était pas bonne. Mais ça veut dire qu'ils ont fait le festival sur un volcan. Sur un volcan. Ils ont fait la fête. Oui. Et les ressources mobilisées pour le festival, la gestion même de ces ressources-là, il devait être traduit devant la Cour des comptes. Ah oui? Mais oui. Donc ça Parce que comment imaginer inviter le monde entier pendant 30 jours, tout frais payé? 30 jours? Oui, le festival a duré 30 jours. C'était du 1er au 24. C'est incroyable. Avril 66. C'est incroyable. Des ressources extraordinaires pour payer l'assurance des œuvres d'art qui sont venues au festival. Parce que c'est des œuvres d'art qui appartenaient à des musées, même si c'était l'art africain. Les tableaux et tout ça, c'est un budget colossal. Colossal, dont les historiens doivent encore creuser. J'ai quelques éléments, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils ont fait la fête sur un volcan. Et la crise a fait qu'ils étaient obligés de diminuer encore le prix aux agriculteurs d'arachide. Ils étaient obligés de fractionner les bourses.
fractionnement des bourses qui a déclenché la grève des étudiants. Absolument. C'était pas toujours, la motivation n'était pas toujours idéologique. Absolument. Elle était alimentaire. Absolument. Parce qu'il n'y a plus de bourse entière garantie. Absolument. Demi-bourse, 2/3 de bourse, les étudiants sont révoltés. Ok. Hein? Il ne fallait pas admettre un certain nombre de bacheliers parce que sinon on ne pouvait pas les accueillir. Tout ça, c'est une chaîne. Il fallait bloquer les salaires plus qu'avant, donc les syndicats. Et comme la révolte était si puissante que le régime a failli partir, Senghor a cédé aux étudiants, a cédé devant les syndicats. Relisez le protocole d'accord pour mettre fin. Non, je crois que nous aurons l'occasion. Donc des avantages extraordinaires accordés aux étudiants. Pour sauver son régime. Pour sauver le régime. Absolument. Et chaque fois que la pression augmentait, mais c'est le paysan qui payait. Absolument. Donc voilà l'économie politique du projet Senghorien. Très bien. Je crois que cette question d'ailleurs sera abordée par M. Fall. Voilà. La question syndicale. Je crois que nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de les aborder. Maintenant, les conséquences lointaines, structurelles de cette éviction. Je crois que je vais m'arrêter aux dernières conséquences sur la politique étrangère. Dès le lendemain de la chute de Dia, Senghor a fait un discours, il dit « Je tends la main au Mali ». Au Mali? Oui. C'est comme si Mamadou Dia était responsable de la crise. Donc il est parti, donc c'est la réconciliation. Je crois que les Maliens aussi étaient un peu fatigués à cause du port, du chemin de fer. Ils sont vite retrouvés en 1963 et ils sont réconciliés. Et la revitalisation du port et de la ligne de chemin de fer. Donc voilà une conséquence. Deuxième conséquence sur l'ouverture vers le Mali, c'est la constitution de l'ORS, Organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Sans le Mali, on ne pouvait pas faire ça. Donc les 4 États se sont retrouvés pour créer l'ORS qui va devenir l'OMVS. Bon, Sékou Touré a créé beaucoup de problèmes d'ailleurs pour que l'ORS ne marche pas, mais ça a tenu jusqu'à devenir l'OMVS. Donc voilà une conséquence. Rapport avec la France, évidemment, on s'attend à ce que ces rapports soient renforcés, mais contrairement à ses espoirs, les capitaux français ne sont pas venus. Ah oui? Comme Senghor l'espérait. Et ça, c'est... Et mieux, la France a diminué son engagement, notamment les bases militaires. Au Sénégal. On a rapatrié. Or, c'était 13 milliards par an. C'est devenu 9 milliards, ensuite ça a baissé, ainsi de suite. Ensuite, le secteur privé français n'est pas venu à encourager l'investissement. Donc voilà. Et quelles sont ces motivations? Mais est-ce que le capitalisme français était si puissant à l'époque pour venir? Et de toute façon, la France se tournait vers l'Union européenne. Le choix était déjà fait. Et l'une des conséquences aussi de l'adhésion du Sénégal à la CE, c'est que non seulement la France ne pouvait plus subventionner l'arachide, mais c'est qu'on ne pouvait plus, on appliquait les mêmes tarifs qu'on appliquait aux produits français aux autres pays membres de la CE. Donc on perdait des recettes douanières. Donc ça a diminué encore les recettes tirées pour le budget. Vous parlez de bases françaises, il paraît qu'ils vont quitter définitivement ces bases le 18 juillet prochain. C'est une coïncidence historique terrible. Bon, il a fallu combien d'années pour qu'on en arrive à ça? Et Dia a dit que si c'était lui... Et au lendemain... bon, j'en doute, mais je suis sûr que ça n'aurait pas mis autant d'années pour... Parce que c'est un signe de souveraineté, voilà. Vous estimez? Oui, c'est extraordinaire, qui était dans la logique de l'indépendance. Maintenant, dernier aspect de la politique étrangère. Alors, puisque Senghor, quand Dia est parti, est taxé d'homme de droite, il va se rattraper sur sa politique étrangère, là où les intérêts français ne sont pas menacés. C'est ce qui explique le soutien très fort de Senghor au mouvement de libération en Afrique. Absolument. Les PAIGC, les MPLA, surtout que Neto était un poète,
le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Namibie, Absolument. ont été soutenus par le gouvernement de Senghor. Ils circulaient librement avec les passeports sénégalais. Ils avaient des bureaux au Sénégal. Et ils ont bénéficié de la couverture diplomatique du Sénégal. Donc Senghor voulait un peu dire que je ne suis pas aussi à droite que les gens le pensent. Il prenait des positions très en avance. Là où il n'y avait pas les intérêts français. Là où les intérêts français ne sont pas menacés. Ils étaient très révoltés. Et ça explique peut-être qu'il faisait que des Haïtiens aussi sont venus s'installer au Partout, Sénégal. partout, même c'est après. Mais c'est surtout les mouvements de libération. Senghor avait des positions très tranchées. Très avancées. Très bien. Dia n'aurait pas fait mieux. Très bien. Maintenant que nous avons peut-être vu les conséquences à la fois lointaines, immédiates et structurelles, maintenant, en quoi cette crise de 1962 pourrait servir de viatique à nos dirigeants actuels? Bon, je ne vais pas... L'historien, son rôle, c'est d'établir les faits. Et les leçons qu'on peut tirer d'une expérience qui est située. Absolument. Les termes d'aujourd'hui, même s'il y a des situations qui rappellent un peu certains aspects, ne sont pas les mêmes qu'en 62. Alors, ce que nous avons essayé de faire de 1945 à maintenant, c'est de montrer que chaque génération a sa question. Frantz Fanon l'a dit autrement. Quelle était la question pour la génération de Senghor, pour la génération de Dia, de 1945 à 1962? C'était la fin de la domination coloniale. Et nous avons essayé dans les différentes émissions à définir les contours de cette domination coloniale. Les piliers économiques, les piliers politiques et même sociologiques, c'est-à-dire les clients, les alliés de la domination, pour voir quels étaient les défis. Ce n'est pas seulement la corruption et autres, mais quels sont les fondements du système. Nous avons également suivi, comment le dire, la candeur subversive, subversive des dirigeants, du leadership sénégalais pour négocier le virage de l'indépendance. Finement, mais fermement. Je sais que beaucoup de gens qui sont les jeunes là ne sont pas d'accord. L'Alliance. L'Alliance, c'est-à-dire ils étaient très coopératifs, mais ils étaient très fermes. Oui. Pour l'objectif. C'est-à-dire que votre formulation candeur subversive voilà. déjà un oxymore. Voilà. C'est ça aussi que les gens ne doivent pas... Maintenant, une fois l'indépendance acquise, nous avons vu une pensée, un plan, des stratégies, la formation d'une équipe talentueuse, hein, dans les conditions de l'époque, qui avait l'audacité de la jeunesse juvénile, qui avait aussi des intuitions audacieuses pour leur âge, et qui voulait véritablement changer la société sénégalaise. Mais on a vu en même temps, surtout en Senghor et Dia, des visions qui devenaient de plus en plus contrastées, qui devenaient de plus en plus différenciées, jusqu'à même s'opposer. Et justement, comment la révolution, entre guillemets, initiée par Dia, qu'est-ce que cela entraînait comme contradiction interne dans la société sénégalaise? Et je dirais le sprint historique, surtout en 62, un sprint historique qui s'est terminé par un procès. Un procès où les plus forts ont gagné. Je n'ai pas dit qu'ils avaient raison. Hein. Les plus forts, oui. Les plus forts ont gagné, même s'il y a eu un sang verni de justice, de droit, mais c'est les plus forts qui ont gagné. Disons-le comme ça. Alors, ce qui fait que dans l'imaginaire sénégalais, vous avez un camp
les sympathiques perdants. Les sympathiques Perdants. L'équipe de Dia. L'équipe de Dia. Dont l'élan a été brisé. Absolument. Et une équipe de vainqueurs. Alors les perdants, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que c'est comme un peu quand on peut généraliser même. On peut dire les Dia, les Nkrumah, dans une moindre mesure les Nyerere, et même les Cabral, ce n'est pas sur le plan de la lutte armée, mais sur le plan de l'unité nationale. Et quand on voit ce que sont devenus les colonies qui ont pratiqué la lutte armée, la pauvreté de leur projet politique et la corruption et tout ça, on peut dire que c'est un peu peut-être un échec de moins que. Mais les gars, c'est le camp des perdants. Pourquoi? Quel est l'élément qu'ils n'ont pas réussi à identifier, à intégrer, qui leur aurait permis de définir une stratégie pour vaincre la domination coloniale? Je crois que c'est ça la question qui nous en deux. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas identifié cet élément-là? À supposer que ce sont eux qui, à un moment donné, ont vu clair. En tant qu'historien, je ne peux pas le dire. Mais à supposer que, c'est qu'à un moment donné, les Dia, les Nkrumah et autres là, c'est eux qui ont vu clair. Mais ils n'ont pas pu, ils ont été victimes des rapports de force qui n'étaient pas à leur faveur. Mais peut-être qu'ils n'ont pas identifié cet élément qui leur a permis de définir une stratégie plus efficace. Maintenant, le clan des vainqueurs, c'est les vainqueurs. C'est Senghor. Et si on généralise sur le plan africain, je ne sais pas, c'est Bourguiba, c'est Houphouët-Boigny, c'est Jomo Kenyatta. C'est eux qui ont semblé être les vainqueurs. Mais ont-ils réussi leur pari, c'est-à-dire le développement économique? La croissance et le développement économique, c'est deux choses différentes. Absolument. Hein? Quelle est la différence? C'est trop long. La croissance, c'est l'augmentation de la production. Mais si toute la production est organisée et écrémée par une élite. non seulement l'élite, mais les compagnies étrangères. On peut avoir la croissance sans le développement. Absolument. Et c'est d'ailleurs, on dit... Et s'il y a une désarticulation, si le poids de la domination est supporté par la paysannerie, or, sans l'augmentation du pouvoir d'achat de la paysannerie, on ne peut pas avoir une industrialisation. Dans le cas du Sénégal. C'est formel. Dans mon expérience, et les pays, j'ai visité tous les pays africains, sauf peut-être la République centrafricaine. Mais ça se voit, c'est une leçon. Tant qu'on n'augmente pas le pouvoir d'achat de la majorité des populations, on ne peut pas avoir une industrialisation. Donc ça, c'est une leçon qu'on retient. Qu'on retient. Donc le noyau, ça doit être une industrialisation pour la transformation des produits agricoles. Et ça passe par le pouvoir, une augmentation du pouvoir d'achat. Oui. Et si vous produisez, ils ne consomme pas. Et comment Ah oui, mais ça, c'est toute une politique, c'est toute une stratégie. C'est très long à expliquer. Donc voilà pour moi la leçon, la grande leçon qu'on peut tirer de cette expérience. Je crois que si, tant soit peu, durant ces programmes-là, on a réussi à partager ces leçons-là, décrire ces expériences-là, si les téléspectateurs ont pu retenir quelque chose de ça, je crois qu'on aura atteint notre objectif. Et je finis par dire que ce n'est pas la seule perspective pour analyser cette tranche d'histoire. Il y a d'autres approches par d'autres historiens qui peuvent peut-être plus éclairer certains aspects que d'autres. Mais pour moi, jusqu'à preuve du contraire, voilà ma lecture des événements. Donc, votre lecture, je crois que c'est clair. La clé passe nécessairement par la revitalisation du monde paysan. Que ce monde paysan, mais ces masses paysannes, si vous voulez,
alors, et l'autonomie financière, et soit apte, n'est-ce pas, à porter l'industrialisation dont nous rêvons tous. Je rappelle d'ailleurs que nous aurons une émission qui sera consacrée à l'histoire de l'industrie au Sénégal. L'invité passera ici un jour pour nous décrypter cela, jusqu'aux nouvelles politiques agricoles. La question aussi paysanne sera abordée ici, Inch'Allah. Donc tout cela fera que ces pistes-là que vous avez déjà dégagées comme réflexion majeure, peut-être vont nous permettre d'avoir finalement, en conclusion, un condensé qui puisse peut-être servir de viatique, comme vous le dites. Ça, nous l'espérons bien. Maintenant, oui. Je ne voudrais pas terminer sans remercier celui qui a joué un rôle extrêmement important pour favoriser cette rencontre, c'est Babacar Fall, un ami, un historien. Babacar Baker. Baker, qui a une très bonne plume, qui est un éminent historien. Et c'est lui qui m'a convaincu de faire ces émissions-là. Et je crois que sans son amitié, peut-être je n'aurais pas pu ça c'est sûr. Accepter cette pression amicale. Et tant d'autres, c'est très long. Non, c'est vrai. Il m'a dit qu'il faut qu'on le déniche. Voilà, donc ça a été en tout cas un très grand plaisir de vous avoir donc déniché entre guillemets. Et quoi que finalement, les téléspectateurs ont bien aimé vos différentes analyses et cette exploration profonde, mais approfondie si vous voulez, de notre histoire politique, alors a permis de voir que c'est vrai que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a eu des crises, il y a eu de l'espoir, du désespoir, il y a parfois même ces séquences douloureuses, comme cette séparation, mais c'est aussi la vie, c'est comme ça. Je crois que nous, en tout cas à notre niveau, nous avons dit que cette émission synthèse, hein, comme on dit, hein, parce qu'on peut peut-être aussi l'appeler comme ça, nous a permis de ne pas tomber dans un goût d'inachevé. Parce qu'il nous fallait donc, à l'image du schéma narratif, alors conclure avec la situation finale. Maintenant, certainement, il y a des perspectives de réécriture de cette histoire-là, de cette séquence, parce que quand même, vous avez dégagé beaucoup de pistes qui, peut-être dans l'avenir, pourront être, n'est-ce pas, des sujets de recherche pour approfondir davantage cette crise dont on dit continue d'impacter alors le champ politique sénégalais. Et au-delà même le champ politique, c'est notre quotidienneté. En tout cas, merci encore une fois de plus. Peut-être vous donner votre mot de la fin avant peut-être qu'on ne se quitte. Non, je crois qu'on a tout dit. Voilà, donc, chers téléspectateurs de Canal Éducation, ça a été donc de grands moments d'échange avec Moucheka sur cette radioscopie. Nous avons donc souvent, à l'image, n'est-ce pas, du monde médical, fait des radioscopies, fait des IRM, tout ça pour une analyse beaucoup plus fine des événements. Et je crois que vous l'aurez vous-même compris. Nous sommes arrivés en tout cas à de ces diagnostics inédits et je crois aussi les recommandations, surtout celle-là qui est formulée, la question paysanne, doit retenir notre attention. En tout cas, merci encore une fois de plus et nous vous donnons rendez-vous. D'ailleurs, le prochain sera son ami, M. Babacar Fall Baker, qui viendra maintenant nous parler de l'archéologie, n'est-ce pas, du mouvement syndical au Sénégal. Et je pense que ce sera aussi des séries d'entretien pour épuiser, n'est-ce pas, l'ensemble de la question. En tout cas, d'ici là, continuez de suivre, n'est-ce pas, les émissions de Canal Éducation. Merci, à très bientôt.